Les écrits de Kwame Nkrumah sont importants à redécouvrir parce qu'ils abordent des thématiques qui sont toujours d'actualité pour le continent africain, la souveraineté politique, l'indépendance économique, la possibilité de participer aux affaires internationales. Et je crois également que ces écrits sont extrêmement riches et sont de nature en fait à stimuler de nouvelles générations qui n'ont pas connu cette période des indépendances, qu'elle soit coloniale ou néocoloniale. Donc, qui cherche aujourd'hui à repenser un destin autre pour l'Afrique que celui de servir éternellement les anciennes grandes puissances. Il y a dans les écrits de Nkrumah une réactualisation des enjeux politiques du continent africain et également une capacité à repenser la manière dont l'Afrique peut se positionner dans le monde de manière totalement indépendante. Alors, Nkrumah a travaillé sur les questions de dépendance, donc la dépendance économique, la dépendance monétaire, la dépendance militaire. Et ce sont des points sur lesquels l'Europe mène une politique africaine qui, à mon sens, n'est pas suffisamment respectueuse de la volonté des peuples africains. Donc, je pense qu'il y aurait dans la pensée de Nkrumah, pour un public européen, une capacité à comprendre davantage la manière dont les politiques étrangères, les politiques africaines, menées notamment donc par la France, mais également par l'Union européenne, sont de nature à créer des conflits qui n'ont pas lieu d'être entre les peuples africains et les peuples européens. Donc je pense qu'il y aurait vraiment urgence à comprendre que les Africains ont été capables de penser des théories politiques qui leur convenaient et qu'il est important que cette autonomie de pensée africaine soit inclue dans la manière dont l'Europe pense le reste du monde. Donc il y aurait une certaine forme de décolonisation de la vision africaine du point de vue européen dans la manière dont la pensée de Nkrumah pourrait être lue par des militants européens. D'autre part, Nkrumah a pensé la question de l'unité africaine et il se trouve que l'unité européenne est confrontée de peu ou de prou à des difficultés qui sont assez similaires et je pense qu'il y aurait énormément à gagner de la part des unionistes des deux côtés ou des fédéralistes des deux côtés à comparer de manière équitable les deux modèles et à comprendre, je pense, un certain nombre d'enjeux, de contradictions, de paradoxes qui sont de nature en fait à miner aussi bien le projet européen que le projet panafricain. Alors, Kwame Nkrumah est assez peu connu des jeunes générations africaines, en dehors de celles qui sont inscrites dans le militantisme, tout simplement parce que cette histoire-là n'est pas du tout enseignée. Nkrumah était originaire du Ghana, qui est une ancienne colonie britannique, et sur le continent africain, nous avons toujours ces vieilles divisions linguistiques qui font que l'histoire des pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne ou le Portugal est totalement inconnue dans les pays qui ont été colonisés par la France. Donc il y a toujours ces carcans, ces vieux carcans idéologiques, linguistiques, historiques, qui font que la pensée de Nkrumah n'est pas assez que l'on puisse traduire en français et livrer donc à travers ces éditions, cette version des éditions Septime, un certain nombre de points de la pensée de Nkrumah au public parlant le français est quelque chose qui me semble extrêmement important pour diffuser et vulgariser justement cette pensée. Effectivement, effectivement, ce qui est important à voir avec Nkrumah, c'est qu'il a été chef du premier État indépendant d'Afrique subsaharienne, le Ghana, en 1957. Il a été le premier confronté à toutes les difficultés que rencontreront par la suite Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Mehdi Ben Barka et bien d'autres. Et il a été le premier en fait à tenter justement de coordonner les actions, donc en faisant des liaisons entre cette Afrique subsaharienne et cette Afrique du Nord, en dépassant les clivages qui étaient liés donc aux appartenances culturelles, aux appartenances linguistiques, aux appartenances historiques, et en tentant donc de faire ce grand projet d'unité africaine qui aurait permis justement de valoriser les apports de chacun des grands penseurs africains, notamment tous ceux qui sont évoqués dans la collection Pensée d'hier pour demain du Septime, et donc du coup d'optimiser les différentes luttes qui se menaient à cette époque-là. Malheureusement, les forces impérialistes étaient extrêmement bien organisées et à partir de la dislocation du Congo, donc le cas de Patrice Lumumba, qui est évoqué dans l'un des textes de cet ouvrage, eh bien, ce projet d'unité va être
concrètement vidé de sa substance et retourné pour des intérêts qui sont aujourd'hui de type comprador à travers les bourgeoisies africaines ou néocolonialistes à travers les intérêts des multinationales ou des anciennes puissances. Le panafricanisme est un mouvement de résistance et de libération qui était né parmi les Africains qui avaient été déportés en esclavage dans les Amériques. Donc, c'est un mouvement qui est né dans la diaspora et qui, au cours du XXe siècle, va progressivement revenir sur le continent à travers des congrès ou des organisations menées par des grandes figures comme Marcus Garvey et William Dubois et épouser les luttes pour la décolonisation, pour les indépendances, dont l'après-Seconde Guerre mondiale, à partir du congrès de Manchester de 1945, et s'incarner dans un projet qu'on appelle souvent le projet des États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire de mettre en place un gouvernement continental qui s'occuperait des questions de monnaie, de diplomatie, de défense à l'échelle du continent africain et qui laisserait après chacun des États, un peu à la manière des États des États-Unis d'Amérique, gérer les questions subsidiaires. Et cette formule permettrait en tout cas à l'Afrique d'utiliser au maximum ses propres ressources, son propre potentiel de développement, d'utiliser donc la jeunesse africaine comme main-d'œuvre pour son autonomie et donc de gagner réellement son émancipation. Alors, s'agit-il aujourd'hui d'une utopie ou pas? Je crois qu'il s'agit tout simplement d'un projet qui n'a pas de date d'expiration. C'est ça qui est assez intéressant. Le projet date de 2 siècles. Il continue à se reconfigurer, à se recycler en fonction de la conjoncture. Et je pense qu'il faut bien souligner que pendant très longtemps, les Africains ont été capables de gérer la diversité ethnique dans des espaces qui étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes que les États dans lesquels aujourd'hui ils sont enfermés. Donc, il y a effectivement une nécessité de repenser la question de l'État-nation, de l'État hérité du colonialisme, de l'État post-colonial, et cela doit nécessairement passer par une réflexion sur des enjeux d'unité, de fédéralisme, en sachant que le monde entier aujourd'hui va vers davantage de réunification autour de grands blocs régionaux et que l'Afrique est sur ce point très largement en retard et que son retard de développement, entre guillemets, s'explique en partie par sa désunion et par la manière dont les structures politiques, sociales, culturelles sont désorganisées et continuent de l'être. Donc le panafricanisme reste un objectif qui regagne actuellement énormément d'actualité et de popularité auprès de la jeunesse. Donc l'intérêt de cet ouvrage, c'est vraiment de donner les fondamentaux, les bases, la quintessence pour être en mesure de comprendre ce que recouvre précisément cette idéologie africaine.